Éric Zemmour, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Éric Zemmour. J'ai 63 ans. Je suis né à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, le 31 août 1958, d'une famille qui venait d'Algérie, qui était donc de la grande famille Pied-Noir. Et j'ai grandi dans la banlieue parisienne. J'ai grandi à Drancy, et puis ensuite on est venu à Paris, dans le 18e arrondissement, dans les années 70. Et puis ensuite j'ai fait Sciences Po, j'étais diplômé de Sciences Po en 79. Et j'ai passé l'ENA en 80-81, j'ai été admissible. Vous savez, il y a deux parties, l'écrit et l'oral. Et donc j'ai eu l'écrit, donc j'étais admissible et je n'ai pas eu l'oral. Et puis ensuite, j'ai un peu travaillé dans la publicité, mais ça ne m'a pas plu du tout. Et j'étais journaliste au Quotidien de Paris, de Philippe Tesson. Et puis ensuite, je suis passé par un an et demi à Info Matin, un journal qui a disparu, qui était dirigé par André Rousselet, vous savez. Et puis je suis allé au Figaro, à 97. J'étais journaliste au Figaro, j'ai écrit des livres, d'abord des livres de journalistes politiques, un portrait de Balladur, un portrait de Chirac, puis des romans, puis des essais sur la justice, sur la droite, sur des romans, des livres d'histoire, je dirais, d'histoire de France, mais à ma façon. Mélancolie française, destin français. Et puis j'ai écrit le destin français, le suicide français, qui était une analyse de ce que je considérais comme une décadence depuis 40 ans et qui a eu un succès retentissant. Et voilà, j'ai écrit aussi mon dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, est sorti en septembre. Voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants. Toutes vos dents? Peut-être pas, non, il doit manquer une là. Et puis, voilà, j'ai fait aussi des émissions de télévision, mais ça, les gens connaissent davantage. Donc, j'étais chez On n'est pas couché pendant 5 ans, et puis Zemmour et Nolo. Et puis, la dernière, face à l'info, les 2 ans sur CNews, avec mes amis Christine Kelly, Marc Menant, et voilà. Donc, vous nous avez dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps avec vous. Alors, j'ai dit que 1h30, vous m'avez dit 1h30 minimum, j'ai dit 1h30 c'est bien, voilà, on peut toujours, mais voilà, ça me paraît beaucoup, c'est déjà beaucoup de temps, il me semble, mais bon. Mais vous voulez rester avec moi, vous m'aimez déjà beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire qu'on vous aime, mais chez nous on commence à se dérouiller qu'à partir d'1 heure. Ah oula, et moi je vais me dérouiller plus vite. Okay. Alors allez-y. On va parler politique étrangère, finance, terrorisme, hacking et pourquoi on en est arrivé là. Je vous laisse l'honneur de choisir le terrain. Allez-y, dans l'ordre, politique étrangère, comme vous voulez. Okay. C'est vous qui choisissez, moi c'est vous qui interviewez. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce qui se passe selon Éric Zemmour? Nous avons une situation, pour moi, qui va occuper tout le XXIe siècle, mais je n'ai pas l'impression de dire quelque chose de très original, et qui est l'affrontement entre les États-Unis et la Chine, qui va dominer toute la planète pendant tout le siècle, qui a déjà commencé, mais je vous dis, vraiment, je n'ai pas l'impression de découvrir la Lune. Simplement, pour remettre dans le contexte, je pense que c'est une nouvelle ressucée d'un affrontement classique, je dirais, un double affrontement classique. D'abord, un affrontement classique, vous savez que ce professeur américain a appelé le piège de Thucydide, c'est-à-dire quand il y a une puissance déclinante et qu'une puissance montante, il est rare qu'on échappe au conflit armé. La puissance descendante étant évidemment les États-Unis, la puissance montante étant évidemment la Chine. Nous avons connu ça dans le passé. On peut dire par exemple, d'ailleurs le professeur, je crois que c'est Allison son nom, donne de multiples exemples. Moi j'en avais en tête de simples, c'est-à-dire la France de Napoléon qui contre l'Angleterre de l'époque et
l'Allemagne de la fin du XIXe siècle contre l'Angleterre, puissance désormais descendante, après avoir été la puissance montante contre Napoléon. Il y a d'autres exemples, évidemment. Et je dirais, c'est doublé d'un autre classique de l'histoire géostratégique, qui est d'ailleurs la même chose que les exemples que je vous ai cités, c'est-à-dire un affrontement entre la mer et la terre, entre la puissance maritime, en l'occurrence les États-Unis, comme il y eut l'Angleterre précédemment, et la puissance terrestre, comme la Chine, comme il y eut l'Allemagne, donc en 14, et la France de Napoléon et de Louis XIV auparavant. Et cet affrontement assez classique, on peut relire tous les classiques de la géopolitique. Quelle est la clé de voûte de cet affrontement-là? Est-ce que vous pouvez le synthétiser? La mer et la terre. La mer et la terre. Je pense que c'est l'affrontement entre la mer et la terre. La clé de voûte, c'est ça. Et on pourrait même un troisième affrontement, que là, j'emprunte davantage à d'autres auteurs, comme et Huntington et René Grousset, qui est l'affrontement entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un troisième affrontement, qui est cet affrontement entre l'Orient et l'Occident. Depuis, René Grousset dit, depuis la Grèce antique, qui affrontait la Perse, puis l'Empire romain, vous voyez, contre l'Orient, et on peut comme ça remonter le temps, et Grousset explique très bien que cet affrontement entre l'Orient et l'Occident n'a jamais cessé, et qu'à partir du 7e siècle, du 8e siècle, de l'irruption de l'islam dans le monde, l'Orient a trouvé son porte-drapeau qui est l'islam. Et il y a eu des vagues incessantes de flux et de reflux, de conquêtes et de reconquêtes et de libération. Oui. Si vous m'autorisez à vous couper. Laissez-moi finir au moins mon analyse. Allez-y. Vous avez du temps, alors profitons-en. Donc entre l'islam et la chrétienté, sur 1000 ans d'histoire, et aujourd'hui, c'est ce qui donne une connotation, encore une fois, de guerre de civilisation, que évidemment j'emprunte à Huntington. Nous avons un affrontement entre l'Orient et l'Occident qui est double. C'est-à-dire que nous avons cet affrontement entre l'Amérique et la Chine, ce que j'ai décrit tout à l'heure, et l'affrontement entre l'islam et les terres chrétiennes européennes. Cet affrontement est donc double, cet affrontement de civilisation, et évidemment, vous voyez bien qu'il n'est pas du même registre. D'un côté, il y a une volonté de la Chine de jouer avec les armes authentiques de l'hégémonie mondiale, armes économiques, armes militaires, armes, vous voyez, vraiment géostratégiques. Et puis de l'autre côté, nous avons une guerre de civilisation dans la guerre de civilisation, c'est-à-dire avec l'islam, qui après s'être libéré de la domination occidentale, qui avait commencé avec la conquête de l'Égypte par Bonaparte en 1798, désormais passe à l'offensive par la démographie, évidemment d'abord et avant tout la démographie, donc la conquête de territoire par une population islamique, et l'argent, l'influence d'autres pays, etc. Et je pense que le XXIe siècle, ça va être cet affrontement de civilisation et entre l'Orient et l'Occident, tel que je l'ai décrit depuis quelques minutes. Notre marotte, ici, c'est une de nos marottes, c'est la relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme. Est-ce que vous voyez une relation de cause à effet entre pic énergétique et terrorisme? Qu'est-ce que le pic énergétique? Le pic énergétique, c'est le fait qu'il n'y ait plus de pétrole, c'est ça? Non, je ne crois pas qu'il y ait un rapport. Il y aura toujours du pétrole d'ailleurs. Hein. Mais absolument, c'est pour ça que je vous dis ça. D'abord. Et vous avez l'air pas très familier avec le sujet, donc je vais délayer mes mots. La capacité à avoir de la calorie facile, que ce soit de la calorie alimentaire ou de la calorie que vous utilisez dans votre transport, quand le gâteau se raréfie, les chevaux se battent. Quand il n'y a plus de foin dans les râteliers, les chevaux se battent. Quelles sont vos connaissances sur le pic tout, c'est-à-dire pic matériaux, pic énergétique, pic de composants?
Écoutez, je n'ai pas une science apparemment aussi approfondie que la vôtre. Je dis simplement que j'entends ça depuis 40 ans, je suis plus vieux que vous, et j'entends ça depuis 40 ans, qu'il y aura un pic du pétrole, un pic de ceci, un pic de cela, et on découvre toujours de nouvelles ressources. Par ailleurs, on découvre les ressources où et par qui? Par qui? Par les Occidentaux, qui sont toujours ceux qui découvrent depuis 100 ans, depuis la découverte du pétrole. Mais je ne vois, pardonnez-moi, je ne vois pas du tout le rapport entre l'un et l'autre. D'abord, moi, j'appelle pas ça du terrorisme, j'appelle ça du djihadisme. Le terrorisme, c'est une chose, Il y a du terrorisme Katou, il y a du terrorisme... Mais justement, le terrorisme, pour moi, c'est une offensive, vous savez, c'est une forme de guerre asymétrique. Vous savez ce que c'est la guerre asymétrique, évidemment. Ce n'est pas la guerre entre deux États, comme les guerres de Napoléon ou comme la guerre 14. C'est une guerre d'un groupe contre un État ou contre une nation pour le faire plier par des moyens qui harcèle, qui obsède tellement sa population qu'il cède. On peut parler par exemple de terrorisme d'extrême gauche, communiste dans les années 70, je me souviens très très bien de ça, des Brigades Rouges en Italie, de la Bande Abadère en Allemagne, ou même du terrorisme... récemment dans les pays nordiques. Ou récemment dans les pays nordiques, je ne vois pas. Utoya, ça vous parle? Breivik, vous voulez dire? C'est pas du terrorisme, c'est un massacre. C'est pas pour faire plier le gouvernement norvégien ou non. C'est un massacre. C'est pas du terrorisme pour moi, c'est un massacre horrible. Voilà. Mais je vois pas comme un terrorisme. Mais bon, en tout cas, dans la définition que je le donne. C'est un massacre terrifiant et fou, mais voilà, il n'y a pas de suite d'ailleurs, j'ai pas vu de suite, il n'y a pas de revendication, il n'y a pas de... Bon. Le terrorisme d'extrême gauche, il y avait des revendications, il y avait une volonté de montrer qu'en vérité, le vrai visage de la démocratie, qui selon eux était une dictature. Et ces gens-là, d'extrême gauche, je me souviens très bien de leur discours, j'étais adolescent, donc je m'en souviens très très bien, voulaient montrer que, en fait, ce qu'on appelait la démocratie parlementaire n'était qu'en fait une forme sophistiquée de fascisme. Et ils voulaient radicaliser l'État pour qu'il prive de liberté. Voilà. Ça, c'est du terrorisme. Et on peut aussi, il y a le terrorisme pour s'émanciper, le terrorisme du FLN contre la France pendant la guerre d'Algérie, qui mettait des bombes. Terrorisme ou résistance? Moi, j'appelle ça terrorisme, mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Même les résistants en France... Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Le résistant, c'est quand on s'émancipe, et le terroriste, c'est quand on subit cette action. Vous avez raison, pour les Allemands, les résistants Jean Moulin étaient des terroristes. Donc je ne joue pas sur les mots. Pour moi, c'est du terrorisme parce que je suis français et que donc je suis toujours pour la France. Mais vous avez raison, pour eux, c'est de la résistance. Donc vous voyez, je ne joue pas sur les mots avec vous. Maintenant, pareil pour les Palestiniens avec les Israéliens. Pour les Israéliens, c'est des terroristes. Pour les Palestiniens, c'est des résistants. Après, chacun choisit ses mots. Vous avez tout à fait raison selon son camp. La France se positionne là-dedans. Alors, j'ai pas fini. Puisque je réponds à votre question sur le pic. Donc je ne pense pas que ce qu'on a vécu depuis 2012, depuis Mohamed Merah, depuis 2015, Charlie, le Bataclan, l'égorgement de Samuel Paty, l'égorgement de prêtres dans leur église ou de la policière dans son commissariat, je ne pense pas que ce soit du terrorisme. Je pense que c'est du djihadisme. C'est-à-dire que le djihad, c'est la conquête d'un territoire par l'islam, par des moyens violents, qui est prescrit par le Coran. Tout est écrit dans le Coran en l'occurrence, et qui ordonne aux musulmans de conquérir des territoires pour islamiser les populations et pour islamiser le monde. C'est l'objectif de l'islam et du Coran. Dans ce cas-là, si vous voulez... nous avons donc des gens qui agressent des populations infidèles pour les transformer en sujets d'Allah. L'islam fonctionne selon une catégorie binaire. Il y a ce qu'ils appellent le Dar el-Islam et le Dar el-Harb, c'est-à-dire le monde de l'islam et le monde de la guerre. Et Dar es-Salam. Oui, Dar el-Islam, c'est la même chose. Dar el-Salam, c'est le monde de la paix. Mais c'est le monde de l'islam. Parce qu'on a la paix que quand on est converti et soumis à l'islam et soumis à Dieu.
c'est la même chose. Il y a la même, islam veut dire soumission, et elle a la même racine que salam, parce qu'on a la paix que dans la soumission. L'islam est moi j'estime que c'est une religion totalitaire, c'est-à-dire qui prend en compte toutes les composantes de l'existence humaine, qui ne connaît pas l'individu, et qui considère qu'on est émancipé par la soumission à Dieu. Vous croyez en Dieu? Ça dépend des jours. C'est-à-dire C'est-à-dire que je n'ai pas une foi vibrante. Il y a toujours un conflit entre mon enfance, je suis d'une famille juive traditionnelle et donc mes parents étaient très croyants, et ma rationalité occidentale, française, qui est plus agnostique. Et donc ce conflit en moi est permanent et donc c'est pour ça que je vous dis, sous forme de boutade, ça dépend des jours. Je vous laisse continuer sur le djihadisme. Et je vous en prie. On reviendra sur le djihadisme. Je voudrais qu'on revienne sur la politique étrangère de la France. Je vous donne un cas concret. Je vous donne un cas concret. Allez-y. Quand la Chine stoppe les exportations de fertilisants. Fertilisants. Ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser à un crush énergétique? Ça fait penser à de la guerre économique? Ça fait penser à du protectionnisme? Ça fait penser à Winter is coming. Vous connaissez l'expression? Non. L'hiver arrive. Vous connaissez pas Game of Thrones? Non. Bon. Je connais de nom, bien sûr, mais je suis pas un spécialiste de ça, non. Ça se fait en un week-end. Oui, mais je n'ai pas spécialement envie. J'ai d'autres livres à lire. C'est important aussi pour connaître la mémétique et prendre la température de la population, s'intéresser à ce que... vous savez, on ne peut pas tout voir, tout regarder, tout... Qu'est-ce qu'on fait avec une Chine qui stoppe ses exportations de fertilisants? Pour moi, pour répondre à votre question, c'est de la guerre économique et du protectionnisme. C'est comme le fait que la Chine ait interdit la vente de ses arbres. On m'a appris ça, je suis très frappé par ça, alors que nous continuons à vendre, alors qu'ils nous achètent beaucoup de nos chênes, etc. Eux, ils ont interdit l'exportation de ces arbres, de ces forêts, etc. C'est du protectionnisme. Les Chinois n'ont aucun scrupule pour faire du protectionnisme, et ils n'ont pas tort d'ailleurs. C'est comme ça qu'ils ont pu ériger des rivaux à Google et à Facebook, etc. C'est en se barricadant et en interdisant l'arrivée de ces mastodontes américains, alors que nous, au nom du libre-échange, nous sommes laissés coloniser par les Américains. Voilà, les Chinois, eux, sont dans une logique d'affrontement, ils sont dans une logique je pense, de revanche. D'ailleurs, toute cette histoire pourrait être résumée à des revanches, c'est-à-dire que depuis la Renaissance, et plus encore le XVIIIe siècle, et plus encore le XIXe siècle, l'Europe a dominé le monde. Parce que l'Europe était plus créative, plus dynamique, plus avec un respect des sciences. Plus fourbe aussi. Les Anglais, pas les autres. Oui, les Anglais, mais vous savez, on l'a subi nous aussi. Donc l'Europe a dominé le monde et aujourd'hui il y a un besoin, une envie de revanche et de la part de l'Asie, en particulier des Chinois, mais aussi des autres, et de la part du monde musulman, qui veut prendre sa revanche sur une Europe qui a été hégémonique et donc arrogante et donc humiliante. Et voilà, c'est le sens de l'histoire, c'est sans fin. Je vous disais tout à l'heure, c'est depuis 1000 ans, flux et le reflux. Il y a comme ça des moments de flux et de reflux dans l'histoire du monde. Donc la politique de la France doit d'après moi, doit s'inscrire dans ce panorama global. On ne peut plus faire comme si nous étions dans les années 50, dans les années 70 ou même dans les années 20. Enfin, vous voyez, le panorama n'a plus rien à voir. Il a complètement été bouleversé selon moi, par les éléments que je vous ai donnés. La France, dans un phénomène de reflux, elle fait quoi? Alors, la population, elle fait quoi? L'industrie fait quoi? L'économie fait quoi? Et les politiques font quoi? La France est très mal en point dans ce panorama. D'abord parce qu'elle est prise évidemment par le reflux global, le reflux occidental et le reflux des pays européens. Elle est prise par le rapport de force démographique. Vous savez, je donne souvent ces chiffres parce que je le crois très parlant. En 1900, l'Europe, c'est 400 millions. L'Afrique, c'est 100 millions. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 400, 500 millions. L'Afrique, en 2050, c'est 2 milliards. Donc, c'est-à-dire que le rapport de force de 1 à 4 a complètement basculé. En 1900, ça donne la colonisation européenne sur l'Afrique.
Aujourd'hui, ça donne ce que j'appelle l'invasion migratoire en Europe, venue de l'Afrique, Afrique du Nord et Afrique noire. Je pense que la démographie, c'est le destin. Vieille phrase des Américains qui, en l'occurrence, ont raison. Donc soit la France. Et pareil, pour essayer d'être complet, pour ma deuxième guerre de civilisation entre la Chine et les États-Unis, là, si vous voulez, nous sommes à la fois, comment vous dire, nous ne sommes pas en première ligne. Celle qui est en première ligne, ce sont les États-Unis. C'est-à-dire que le Napoléon et l'Angleterre de 1800, c'est la Chine et les États-Unis. Ce n'est plus la France. Non, au XXe siècle, les guerres par proxy. On est peut-être le proxy des États-Unis. Tout à fait. C'est ce que j'allais vous dire, exactement. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Et on est en deuxième ligne, et les Américains considèrent que nous sommes des domestiques qui devons obéir. Je pense que nous devons sortir de cet état de suggestion. Je pense que nous avons un double état de suggestion. Mais ça, c'est du wishful thinking. Mais non, c'est pas du wishful thinking. Comment on fait pour sortir de l'emprise américaine sur nos services de renseignement, sur nos tech? D'abord, là on voit que la CIA met un pied dans la porte des startups françaises. On fait quoi? Mais je pense effectivement, vous avez tout à fait raison. Je pense que nous devons nous défendre. C'est une question de volonté politique. Il faut effectivement organiser l'État pour se protéger. Je vous donne plusieurs exemples. D'abord, je pense qu'on sort du commandement militaire intégré de l'OTAN. Sarkozy qui nous a fait réintégrer. Absolument. Je pense que ça a été une grave erreur de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs... Une erreur ou une forfaiture? J'aime pas... Je n'aime pas, si vous voulez, comme ça, vous voyez... Sarkozy, c'est votre copain, non? Non, c'est pas mon copain. Vous savez, on a des... On a eu des relations complexes parce que j'étais un journaliste naguère assez pugnace et que lui, c'est un type assez, comment vous dire, qui humainement ne supporte pas les critiques. Pour le meilleur et pour le pire. Vous voyez, Henri Guénaud a une très jolie formule sur son ami Sarkozy. Il dit « il est humain, trop humain ». Vous voyez, il ne supporte pas la moindre attaque, etc. Et moi, j'étais, en tant que journaliste, assez pugnace. Et en plus, j'avais des opinions assez contraires aux siennes. C'est-à-dire que je l'ai considérablement critiqué sur cette histoire de retour dans les instances militaires intégrées de l'OTAN. Je l'ai considérablement critiqué quand il a, en 2007, aboli le référendum, le nom du référendum de 2005 et qu'il est passé par la voie parlementaire pour s'asseoir sur la volonté du peuple. Je l'ai considérablement critiqué, je le raconte dans le livre, en direct d'ailleurs, parce que par hasard, j'avais vous savez, un déjeuner autour du président, comme souvent les déjeuners de presse, etc. Et je l'ai critiqué sur cette expédition en Libye, qui pour moi, qui a d'instinct, j'ai dit, ça va être une catastrophe. Donc vous voyez, j'ai des désaccords de fond. Mais je n'ai pas d'hostilité personnelle, etc. Donc c'est pour ça que j'hésite à... En tout cas, je pense que c'est une grave erreur politique et qu'il n'aurait jamais dû le faire. Le fait qu'il se fasse accompagner par 2 gendarmes pour aller témoigner sur les sondages de l'Élysée, c'est bien, c'est pas bien, c'est normal, c'est pas normal? Je suis... écoutez, je ne connais pas bien cette affaire, donc je ne veux pas me prononcer sur le fond de cette affaire, évidemment. Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment dans cette... politique se fasse accompagner par 2 gendarmes pour témoigner. Je pense qu'il y a un certain acharnement des juges contre lui. Manifestement, les juges veulent lui régler son compte. Pour des raisons diverses et variées. Mais c'est votre interprétation. C'est mon interprétation, bien sûr. Vous me demandez mon avis. Je le donne. Donc revenons à nos histoires qui sont plus globales, je pense, et plus intéressantes. Sarko accompagné de 2 gendarmes? Je n'aime pas, moi, quand l'image d'un ancien président de la République est... vous voyez, moi, je suis... je respecte les institutions. Je n'aime pas ça. Ça me gêne. Il a quand même été président de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Et le goudron et les plumes? Non, justement, je n'aime pas. Mais vous pouvez dire ça dans un pays où on pratique le régicide, où quand l'élite dépasse les bornes, on leur coupe la tête. Mais qui vous dit qu'on a bien fait de guillotiner le roi Louis XVI? Qui vous dit? Je ne suis pas sûr. Qui vous dit qu'on n'est pas traumatisé depuis? Vous savez, cette histoire de la Révolution, c'est un autre sujet. On pourrait en parler des heures. Je ne suis pas sûr qu'on ait bien fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, on a entamé un processus d'instabilité
du pouvoir pendant 150 ans, on a sans cesse oscillé entre, pardon, entre des périodes de pouvoir autoritaire et des pouvoirs parlementaires excessifs. Enfin, vous voyez, on n'a jamais trouvé la bonne mesure. Voilà, bon, enfin bref, on ne va pas refaire cette histoire. Et le peuple français est à la fois, attention, ne vous méprenez pas sur le peuple français, il est à la fois régicide, vous avez raison, il guillotine les rois, mais en même temps, il veut un roi. Attendez, nous ne sommes pas des Suédois, qui ont un roi d'ailleurs. Nous voulons un roi élu. Vous m'autorisez une parenthèse? Ah, je vous en prie. On a une question sur notre chat qui dit « Bonjour Thinkerview, offrir une plateforme à un ambassadeur des pires théories d'extrême droite qui a déjà beaucoup de visibilité, quelle est votre justification ?» Alors, mon pote, on n'a pas justifié. Ici, on est en France, on reçoit qui on veut, quand on veut et le temps qu'on veut. Parenthèse close. Je vous remercie. En plus, cette accusation d'extrême droite est grotesque. Enfin bon, l'extrême droite, c'est celle qui veut renverser la République. Je ne veux pas renverser la République. À part ça, il n'y a pas d'extrême droite. Vous savez, il y a 70% des Français qui sont d'accord avec moi sur de nombreux thèmes. 70% sur des tas de sondages. Comment ça sort d'où? Quel sondage? Je vais vite, si vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas 70% de gens qui sont d'extrême droite. Et quand il y a 70% qui pensent que l'immigration n'est pas une chance pour la France, qu'on ne se sent plus chez soi, qu'il faut supprimer le droit du sol. Enfin, vous voyez, sur des tas de mesures comme ça, que la France est une terre avec des racines chrétiennes. Enfin, vous voyez, des tas de thèmes que je défends et qui sont approuvés par 60 à 70% des Français. Que la France est en déclin, on est à 75%. Vous voyez, c'est ça que je veux dire quand je dis 70%. Mais c'est pour vous dire que, en vérité, ma position est plutôt centrale. Je réponds simplement à l'accusation d'extrême droite qui est ridicule et qui relève du théâtre antifasciste que la gauche nous sert depuis des décennies. Mais parenthèse encore une fois fermée, je comprends qu'on reste longtemps en fait parce qu'on multiplie les parenthèses et on revient et on perd un peu son fil. Donc revenons à l'origine. Vous me dites qu'est-ce qu'on peut faire contre les États-Unis? Non, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Chine? Ah bah non, vous me disiez contre les États-Unis. Non, contre la Chine. Ah bon, avec la Chine. Au départ, c'est contre la Chine. Et après, la deuxième alors, question, avec la Chine, qu'est-ce qu'on fait avec les États-Unis qui ont qui nous considèrent comme des domestiques et qui ont un féodé, vous avez tout à fait raison, et vous auriez pu dire autre chose. Vous auriez pu dire, par exemple, leur scandaleuse façon de se servir du droit pour accuser n'importe quelle entreprise de corruption et pour pouvoir mettre en accusation, voire en prison, les responsables. Vous avez invité hier M. Pierucci, cette histoire M. Pierucci dont j'ai lu le livre et donc que je connais un peu maintenant, est absolument ignoble, ignominieuse. Je pense que les Européens et les Français en particulier devraient prendre des mesures de rétorsion, devraient faire la même chose aux Américains. Vous voyez, vous me demandez qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, là, sur leurs mesures juridiques qui leur permettent, dès que quelqu'un utilise le dollar ou dès que quelqu'un utilise un ordinateur parce qu'il y a des composants américains, d'envoyer la justice de façon extraterritoriale, c'est absolument un abus de pouvoir incroyable. C'est vraiment un abus de pouvoir de puissance impériale. Donc là, les États-Unis nous sortent du dollar, nous sortent de SWIFT, et on fait quoi? On fait comme les Iraniens, on crée un système bancaire? Je ne pense pas qu'ils nous sortent du dollar. Je ne pense pas. Je pense que, vous savez, le général de Gaulle a affronté les États-Unis et ils ne nous ont pas sortis des institutions mondiales, etc. Mais je reviens à votre histoire de Chine. Je pense qu'effectivement, c'est là où est notre problème. C'est que, d'un côté, nous devons retrouver notre indépendance par rapport aux États-Unis, et j'y reviendrai si ça vous intéresse. Et par ailleurs, il faut être méfiant avec la Chine. Il ne faut pas être naïf avec la Chine. La Chine n'est plus la grande puissance misérable reconnue par le général de Gaulle, qui était tellement contente d'être reconnue par le général de Gaulle en 1964. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié, c'est déjà ça. Donc on a au moins un crédit. De toute façon, ils n'oublient rien, je pense, les Chinois. Je pense qu'ils sont sur le temps long, ils sont sur le temps des siècles que j'ai essayé de tracer avec vous. Donc je pense que tout ce que je vous ai dit, je pense qu'ils l'ont en tête et bien d'autres choses encore. Eux, ils sont évidemment dans leur histoire, dans l'histoire des concessions du 19e siècle, de l'impérialisme européen, etc. Donc ils sont dans cette revanche-là. Et c'est ce qui explique beaucoup de choses chez eux. Donc maintenant, par ailleurs, ils nous croient décadents. Je pense qu'ils nous croient décadents. Ils pensent, non sans raison,
il faudrait nuancer évidemment, mais non sans raison, que notre individualisme qui a fait notre force à partir de la Renaissance, c'est-à-dire qu'on s'est émancipé des tutelles religieuses, obscurantistes, etc., pour aller vers la science, etc. Je pense qu'aujourd'hui, notre individualisme est arrivé à bout de souffle, et qu'il désintègre aujourd'hui nos sociétés, et que nous avons besoin de retrouver le sens du collectif, du patriotisme, de l'autorité de l'État, vous voyez, parce que notre individualisme fou nous empêche d'avoir une société ordonnée. Mais bon. Donc revenons à la Chine. Je pense qu'il faut être méfiant, je pense qu'il ne faut pas être naïf avec les Chinois, mais nous devons essayer d'être une puissance d'équilibre. C'est-à-dire que nous n'avons pas à rentrer dans la logique de guerre avec la Chine où veulent nous faire rentrer les États-Unis. Mais en revanche, nous devons être très méfiants, parce que vous avez parlé des Américains les services secrets américains qui se permettent qui se croient chez eux, chez nous. Les Chinois, c'est un peu la même chose. L'espionnage industriel de la Chine, c'est pas négligeable. Donc, nous devons cesser d'être les naïfs de l'histoire. Nous devons cesser si vous voulez, de nous soumettre à la Commission européenne qui ne jure que par le libre-échange et la concurrence pure et parfaite. Nous devons retrouver des compétences d'État. Nous devons aussi, et là c'est de l'autre côté, pour les États-Unis, cesser de chercher à tout prix l'accord avec l'Allemagne. Parce que, in fine, notre problème avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne, elle, se soumet toujours aux États-Unis finalement. Et que pour elle, son protecteur américain est indiscutable et pas négociable. Et donc, c'est le grand problème d'Emmanuel Macron. Pour ne pas lâcher la main de l'Allemagne, il finit par se soumettre aux États-Unis. Alors qu'il fait des diagnostics assez justes. Quand il a parlé de mort cérébrale de l'OTAN, il avait tout à fait raison. L'OTAN n'aurait jamais dû survivre à la chute du mur et la disparition de l'Union soviétique. Et l'OTAN n'aurait pas dû survivre non plus à l'incroyable arrogance turque protégée par les Américains. Vous parliez de proxy tout à l'heure. Voilà un bon exemple de proxy. Les Turcs sont le proxy des Américains qui ne nous défendent absolument pas et qu'ils doivent... Ils ont acheté des S-400 il n'y a pas très longtemps. Hein. Je sais bien. Mais accordez-moi, comment vous dire, pour le moins, la tolérance des Américains. Les Américains n'ont pas, ils n'étaient pas contents, mais enfin, ils en ont pas fait, ils en auraient fait beaucoup plus pour d'autres pays de l'Alliance Atlantique. Vous savez pas ce qu'ils ont fait dans le dos. Certes. Revenons à des cas concrets. C'est pas dénué de cohérence ce que vous racontez. Merci. J'essaye. Ça ressemble un peu à Yaka Faucon. Vous faites un constat, mais en termes de préconisation opérationnelle de terrain, c'est nébuleux. Alors, je prends l'exemple de l'immigration. Ouais. Ensuite, on prendra l'exemple des Chinois, l'exemple des Américains, l'exemple de la guerre économique. Donc l'immigration, on fait quoi? On fait un mur, on fait pas de mur, en sachant le réchauffement climatique arrivé. On renonce à l'hospitalité, à l'entraide. On fait quoi? On dit maintenant, les pauvres, vous crevez chez vous. On a niqué la planète, c'est super bien. Maintenant, on va vous autoréguler avec le soleil. On fait quoi? Vous avez une vision un peu, comment dire, schématique, pour ne pas dire caricaturale. Alors, merci de résumer ma parole à schématique et caricatural. Comment? Merci de résumer ma parole à schématique et caricatural. Je pense. Là, en l'occurrence, quand vous avez dit ça, je pense pas que, par exemple, que la colonisation, c'est ça, vous faites référence à cela. Non, je fais référence à, il y a un réchauffement climatique, il y a des populations qui vont être amenées à bouger, on fait quoi? On leur tend la main, on leur tend pas la main, on fait des murs, on fait quoi? Je pense qu'on ne tend pas la main à des gens qui vont nous remplacer. Est-ce qu'on tend la main à des gens qui sont en train de crever? On ne tend pas la main. Les gens qui sont en train de crever, d'abord, si vous voulez, c'est nous qui allons crever si on leur tend la main. Donc il faut choisir. C'est chacun son cul et Dieu pour tous. Absolument. Nous devons sauver notre civilisation. Voilà. Notre devoir pour l'humanité, c'est de sauver notre civilisation qui fait partie de la diversité humaine. Et si nous nous soumettons à votre loi humanitariste,
Pourquoi vous dites Maalois? C'est vous qui dites qu'est-ce qu'on fait. Je vous réponds. Je pose la question. Oui, enfin, vous posez la question de façon un peu orientée. Vous avez l'air de dire que... Et vous amalgamez mes réponses ou mes questions pour me donner une teinte. Je comprends votre question. Non, mais je comprends le sens de votre question. Vous avez le droit. Donc j'arrive à articuler des mots, c'est bien. Mais je comprends... Je comprends, mais je ne vous fais aucun procès d'intention. Vous avez le droit de penser que notre devoir d'accueil est supérieur à tout. Vous avez le droit. Je pense le contraire. Je pense que, vous savez, au départ, ils sont des gens qui risquent de mourir. Je répondrai à ça après d'ailleurs. Et ensuite, ils deviennent des conquérants ici. Donc, si vous voulez, moi, je ne veux pas que mon pays soit conquis. Ok, donc si j'extrapole votre raisonnement, on fait des frappes préventives et puis on les atomise tout de suite. Vous voyez, vous êtes toujours dans la caricature. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement que nous devons. Il y a des chiffres simples. Nous avons 275 000 d'entrées légales par an. Regroupement familial, immigration familiale, étudiants, très peu de travail, 14% de travail. Vos chiffres, ils sortent d'où? Des sources officielles, l'INSEE. Nous avons ensuite 130, 140, 170 000 selon les années. Je parle des dernières années, 2019, 2020, fausse un peu les statistiques. Donc en 10 ans, ça fait la population d'une ville française. Exact, c'est le droit d'asile, ce que j'ai dit. Et vous savez comme moi, je suppose, que 80% sont déboutés, mais que la plupart restent puisqu'on ne renvoie que 10% de ces 80%. Donc on a à peu près, allez, pour aller vite, 400 000 entrées légales tous les ans. On a par ailleurs les clandestins, qui sont, d'après les chiffrages, évidemment, les clandestins, on ne sait pas le compter à l'unité près, qui sont entre 300 000 et 900 000, puisque on calcule par rapport à ceux qui utilisent l'AME, vous savez, l'aide médicale d'État, et ils sont 300 000 ceux-là, et on dit que c'est entre 2 et 3 fois les clandestins, ceux qui utilisent l'AME. Donc, je vous dis ça, moi, je prends les chiffres officiels, les chiffres des gens qui sont des spécialistes et que je lis. Donc tout ça, ça fait beaucoup de monde, ça fait 400 000 par an, sans compter les clandestins. Donc au bout d'un mandat de 5 ans, ça fait 5 x 4, 22 millions. Je pense que nous sommes en danger de mort. Cette immigration est en train, je le répète, de nous remplacer. Nous avons une autre civilisation qui nous remplace. Donc nous devons arrêter. Donc là, vous me dites qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut interdire le regroupement familial. En tout cas, supprimer l'automaticité. C'est-à-dire que, si vous voulez, on a depuis 40 ans donné des droits automatiques aux immigrés. Les immigrés, qu'est-ce qu'ils font ? Ils définissent la politique d'immigration de la France. Ce n'est plus admissible. Donc nous devons supprimer l'automaticité de ces droits. L'immigration familiale, le regroupement familial, quand on va chercher la plupart des cas, c'est un jeune homme ou une jeune femme, mais le plus souvent c'est des jeunes hommes, qui sont originaires d'Algérie, de Tunisie, de Maroc ou d'Afrique, leurs parents, et qui vont chercher une femme au bled, dans le village de leurs parents, et qui la ramènent. C'est 90 000. Il y a 90 000 avec le regroupement, l'immigration familiale en tout. Il y a 25 000 d'enfants, et il y a le reste, c'est ce que je vous décris. Il y a 90 000 étudiants, dont la moitié viennent d'Afrique. Je pense qu'il faut arrêter tout cela. Voilà. On renonce à irradier des valeurs françaises grâce à l'éducation. Ah oui, on renonce. On renonce à cela. Si vous appelez les 90 000 étudiants par an irradier les valeurs françaises, moi j'appelle ça une invasion. C'est un soft power aussi. Non, mais je ne... Non. Je vais vous dire, les bons étudiants, les meilleurs étudiants, ils vont aux États-Unis et en Angleterre, d'où qu'ils viennent. Voire au Canada ou en Australie. Parce qu'on leur fait des permis de travail plus faciles. Non, parce que c'est plus cher et que donc ils ont l'impression que les universités sont meilleures. Nous, on les fait payer le prix des étudiants français, alors que leurs parents n'ont absolument pas contribué à l'édification de toute la politique scolaire. C'est avec nos impôts qu'on paye ça, et pourtant ils ne payent pas un impôt supplémentaire. Mais la France a profité de l'Afrique pendant des siècles. Non, la France n'a pas profité de l'Afrique. L'Afrique lui a coûté. La colonisation a coûté à la France. Le plutonium, il sort d'où ? Mon cher, le plutonium, on en a depuis qu'on n'a plus des colonies. Le développement industriel français s'est fait, comme le développement industriel de toute l'Europe, sur le charbon. Il n'y avait pas de charbon en Afrique. Le pétrole, qu'il n'y avait pas d'ailleurs très peu en Afrique, c'est la France qui l'a découvert en Algérie. On a permis à l'Algérie d'avoir une rente pétrolière depuis 50 ans. Sinon, on n'en a jamais profité.
ils n'étaient plus colonisés. Les ressources naturelles qu'on prend en Afrique, c'est depuis qu'ils sont indépendants. On les achète. Donc ce n'est pas la colonisation qui a permis à la France de se développer économiquement. C'est le charbon et le travail de ses ouvriers. Bon, il faut arrêter avec ça. La colonie nous a coûté. D'ailleurs, je vous renvoie au livre « Le pauvre est mort », c'était un ami, M. Marseille, qui a très bien analysé ça, et vous verrez que la colonisation nous a coûté. D'ailleurs, quand le général de Gaulle, vous avez qu'à chercher dans C'était de Gaulle de Perfit. Quand le général de Gaulle donne l'indépendance à l'Algérie, il le fait d'abord parce qu'il ne veut pas, comme il dit, que son village devienne Colombey les deux mosquées. Et qu'il pense qu'il ne peut pas y avoir d'intégration des Arabes en France parce que c'est deux civilisations qui sont étrangères, ce qu'il appelle l'huile et le vinaigre. Mais aussi, parce qu'il explique, vous verrez, vous le trouverez aisément dans le texte de Perfit, il explique très bien que les colonies nous coûtent très cher, parce que les colonies poussent la France en particulier, beaucoup plus que les Anglais qui ont une conception commerçante de leurs colonies. Les Français, eux, veulent amener les populations colonisées au niveau de standard de vie de la population française. Et d'ailleurs veulent lui apporter la civilisation. C'est le grand mot de Victor Hugo. Nous sommes un pays dans la lumière, nous apportons la lumière à des peuples dans l'obscurité. C'est ça l'esprit de la colonisation française. C'est un mouvement de gauche. Comment ? Un peu prétentieux quand même. C'est très prétentieux. Vous avez tout à fait raison, mais c'est la France du 19e siècle. Et c'est un mouvement de gauche. Ce sont les républicains qui colonisent au nom de la civilisation. Et donc, à partir d'un certain moment, ça nous coûte trop cher. Et c'est De Gaulle a cette expression amusante. Il dit « Nous ne pouvons pas leur donner l'égalité, donc nous leur donnons la liberté, et alors bye bye ». Vous verrez, c'est écrit exactement comme ça. Pendant la guerre 39-45, oui. Les Sénégalais sont venus défendre la France. Comment ? J'ai pas entendu, excusez-moi. Pendant la guerre 39-45, oui. Les Sénégalais sont venus défendre la France. Les Sénégalais se sont battus pour la France. Mais vous savez, ce n'est pas les Sénégalais qui sont le plus morts pour la France. Ils se sont battus valeureusement, comme en 14. D'ailleurs, je suis étonné que vous ne parliez pas de 14. Laissez-moi y venir. Parce que c'est surtout en 14. Mais si vous parlez des guerres, si vous parlez de la guerre 14, effectivement, nous avons fait venir des troupes coloniales, comme on disait à l'époque. Vous auriez pu dire aussi, d'ailleurs, il n'y a pas que les Sénégalais. Le Vietnam. Il y a les Vietnamiens, oui. Il y a aussi les Maghrébins, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens. D'ailleurs, il y a beaucoup de troupes pieds noirs, on a oublié, moi je sais parce que j'ai de la famille qui était dans ces troupes-là. Je tiens à vous dire quand même que ces troupes-là, oui, il y a eu des morts, en 17 comme pendant la guerre, 40, que ceux qui sont morts en masse, ce ne sont pas eux. Ce sont les Bretons, ce sont les Corses, qu'on a envoyés en première ligne à l'offensive de 14. Et tous ces polytechniciens, tous ces normaliens, Péguy, morts, Sabre-Clair, en 14. Ce sont eux qui sont morts. Ce sont les villages avec les monuments aux morts, avec parfois tous les membres d'une famille, sur le même monument aux morts. La guerre 14, c'est ça. Et 40, on oublie toujours 40, mais en un mois, en 2 mois, il y avait le rythme de mort de la guerre 14. Il y a eu 100 000 morts. Et ce ne sont pas des troupes coloniales. Il y en avait, mais il n'y avait pas, c'était des troupes françaises de souche. Donc il faut arrêter avec ça. Oui, il y a eu des combattants, je ne disconviens nullement, il y a eu des combattants valeureux. Par exemple, je pense à Monte Cassino, les tabors marocains ont été absolument d'un courage inouï, presque hors de proportion, mais absolument admirable. D'ailleurs, admiré par les soldats américains de l'époque, admiré par les soldats, et même terriblement craint par les soldats allemands. Donc vous voyez, je ne cache pas du tout cela. Mais il faut arrêter de croire qu'ils ils ne sont pas sauvés la France, ils ne sont pas, c'est pas eux qu'on a mis en premier rang. Tout ça est faux, c'est des légendes pour nous culpabiliser. Et je vous répète, la colonisation nous a coûté. Elle a ici et là enrichi ponctuellement quelques grands propriétaires. Encore une fois, je ne le nie pas. Mais globalement pour le pays, vous savez, je vais vous donner le dernier exemple et on passera à un autre sujet. À partir de la fin du 19e siècle, il y a un basculement économique, d'ailleurs, qui va provoquer, entre autres, la guerre 14. C'est que les Allemands commencent à devenir une énorme puissance industrielle, qu'ils en profitent exactement comme les Chinois aujourd'hui pour devenir une énorme puissance militaire, avec en plus des Chinois à la tradition militaire prussienne, et qui fait vraiment craindre aux Anglais.
qui fait vraiment craindre aux Anglais que leur leadership va être contesté, et effectivement, il l'est. Mais l'Allemagne n'a pas de colonie. À l'époque, les pays qui n'ont pas de colonie vont se développer beaucoup plus vite économiquement que les pays qui en ont. En vérité, les colonies ont été un poids pour les pays qui ont été colonisateurs. Vous savez pourquoi la France a colonisé? Parce que après la défaite de Napoléon, elle était, si vous voulez, en manque d'un rôle mondial, et qu'elle voulait garder son statut de grande puissance, et qu'elle avait été abaissée par sa défaite à Waterloo, qu'elle n'avait plus son empire magnifique. Ça, c'est un empire magnifique, c'est-à-dire l'empire européen, c'est-à-dire l'Italie du Nord, l'Allemagne rhénane, la Belgique, les Pays-Bas. Ça, c'était un empire qui faisait la grandeur de la France. Donc, elle a trouvé un pis-aller qui était les colonies en Afrique. Mais très, très vite, et à l'extrême droite, pour reprendre l'expression, et à l'extrême gauche, il y a des gens qui disent « vous êtes fous, ça va nous coûter trop cher ». Que ce soit Maurras ou Clémenceau, sont contre la colonisation. Vous voyez, il y a des opposants à la colonisation. Il y a ce mot fameux, vous savez, en réponse à Jules Ferry, qui est le républicain favorable à la colonisation, et à qui on répond vous nous offrez, nous avons deux sœurs qui sont perdues, c'est l'Alsace et la Lorraine, perdues devant l'Allemagne, et vous nous offrez 40 domestiques. C'était l'esprit de l'époque. Et vous voyez, donc il ne faut pas croire, la colonisation, c'est pas ça qui a fait la richesse de la France. Merci pour ce petit cours d'histoire avec votre prisme de lecture. Revenons à maintenant. Allez-y. Mais c'est maintenant, puisque vous avez compris que... Alors là, je me permets une phrase. Vous avez compris que votre lecture de la colonisation qui a permis d'enrichir la France est le fondement de toute l'argumentaire décolonial pour exiger de la France repentance et rémunération sonnante et trébuchante et privilèges à la population qui est issue de ces colonies. Alors, à titre d'information, vous êtes à milieu de ma perception sur la situation de la colonie en France. Mais bon, passons. Bah, écoutez, alors vous jouez bien, alors c'est bien, bravo. Non, on remet son micro. Ah, pardon. Ouais, la petite pastille derrière la veste. Derrière la veste. Non, le blanc derrière la veste. Derrière la veste. Voilà. Et par... Ah. C'est aimanté. Voilà. Et là, on pose le micro dessus. Et normalement, ça tient tout seul. Vas-y. Ah, non, je vous envoie un technicien tout de suite pour remettre le micro. Excusez-moi, je suis pas très doué. Donc, pendant que les gens peuvent encore m'écouter, maintenant, on a le GIEC qui nous annonce des zones inhabitables en Asie, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Ça va créer énormément de mouvements de population. On fait quoi? Je vous répète, on ne les reçoit pas. On fait comme les Australiens, on ferme Exactement. Tout. On fait comme les Australiens, on fait comme les Japonais. On ne prend plus de droit d'asile que quelques cas individuels des combattants de la liberté. On arrête le regroupement familial, on arrête l'immigration, on expulse tous les clandestins, on arrête de les soigner gratuitement avec l'AME, on arrête de les recevoir dans nos universités pour 3 fois rien, on arrête tout ça. Et en plus, on va plus loin, on expulse leurs délinquants étrangers et on enlève la nationalité française à tous les binationaux qui sont des délinquants. Et on les expulse aussi. C'est-à-dire qu'on arrête, on arrête tout. On tend vers l'immigration zéro. Ok, et si les pays d'origine les refusent, on fait quoi? Si les pays les refusent, on supprime l'aide au développement des pays qui les refusent. Ok. Est-ce qu'on construit un mur? On ne construit pas un mur parce qu'il y a des frontières énormes en France. On fait simplement pour envisager une police militarisée des frontières qui fait respecter les frontières.
et on suspend Schengen jusqu'à nouvel ordre tant que les frontières européennes ne sont pas vraiment sécurisées, ce qui risque de prendre du temps vu la mentalité immigrationniste de la Commission de Bruxelles qui relaye avec le Parlement européen les attaques contre Frontex, alors que Frontex essaye vraiment de façon modeste de renvoyer quelques migrants. Oui. Revenons aux États-Unis. On s'est rendu compte avec les révélations de Snowden que la France était un gruyère pour eux, une mode de beurre. Pas seulement la France d'abord, d'ailleurs. Oui. L'Allemagne, enfin tous les pays européens. Donc on leur dit quoi? On prend leurs diplomates, d'ailleurs. On n'a même pas d'ambassadeur américain en France, on a un chargé de mission, c'est-à-dire le respect qu'ils nous portent. On fait quoi? On prend tout ce qu'il y a dans l'ambassade, on les expulse, et puis on vérifie ce qu'ils ont au dernier étage de leur ambassade. On fait quoi? Moi, je pense que, vous savez, vous avez l'air... Il ne faut pas exagérer. Les Américains ne sont pas nos ennemis. Ce sont quand même nos alliés. Donc, si vous voulez, je pense qu'on est ferme avec eux. C'est-à-dire qu'on cesse la naïveté. Je pense que c'est important. Mais la fourmi, pas rentrer dans les détails là. La fourmi, quand elle est ferme avec mon 47, elle le comprend tout de suite qu'elle ne va pas être ferme longtemps. Je n'ai pas compris, excusez-moi. La fourmi oui. qui veut être ferme avec moi, elle ne va pas être ferme contre mon 47 longtemps. Mais je pense que vous exagérez le rapport de force. Je pense qu'évidemment, les États-Unis sont plus puissants que nous, ça ne se discute pas. Mais nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes aussi membres du Conseil de sécurité, nous avons un réseau diplomatique absolument exceptionnel. Les vecteurs de nucléaire sont complètement dépassés. Hein. Vous croyez pas que vous exagérez un peu là? Vous avez fait votre service militaire? Non, mais je vois pas le rapport avec l'arme nucléaire, hein, pardonnez-moi. C'est quoi un vecteur? Comment? Un vecteur. Mais en tout cas, écoutez, je ne crois pas vraiment que nos vecteurs, comme vous dites, c'est-à-dire les armes qui portent les armes nucléaires, la bombe nucléaire, soient dépassées. Excusez-moi, je connais des gens qui... chez Dassault, par exemple, pour les Rafales qui portent les armes nucléaires, je ne pense pas qu'ils soient dépassés, au contraire. Je ne pense pas que les sous-marins nucléaires que l'on construit, vous savez qu'on est les seuls avec les Américains à construire chaque pièce de nos sous-marins nucléaires. Non, c'est plus vrai maintenant qu'Alstom. Bon, ok. Excusez-moi. Turbine Arabelle. Non, mais oui, les turbines Arabelle, je connais l'histoire, évidemment, puisque j'ai lu le livre de Pierucci. Donc, si vous voulez, les turbines Arabelle, c'est absolument un scandale. C'est pour ça que c'est un scandale. Ça s'appelle se faire mettre en laisse? Ah bah, c'est Emmanuel Macron. Alors là, vous me parlez de forfaiture, on n'est pas loin. D'ailleurs, vous avez vu qu'il fait tout pour rattraper sa bévue. Il essaye maintenant, à la veille de la présidentielle, de racheter les fameux Arabelle. Donc, qui est une technologie, il faut expliquer aux gens, j'imagine, je ne sais pas, ils ne sont pas tous, mais une technologie qui est à la base de notre puissance nucléaire. Et donc, vous avez tout à fait raison, c'est absolument scandaleux de l'avoir laissé partir chez les Américains. Maintenant, il faut aussi se méfier de nos propres réactions, et des miennes aussi. Hein. Souvenez-vous quand même que la filière nucléaire française, la filière nucléaire civile, mais vous savez bien qu'il y a des liens entre la filière nucléaire civile et militaire. Et Bernard Eisenberg. Voilà, a été choisi finalement un modèle américain, le fameux Westinghouse. Alors que les Français étaient favorables à une autre filière plus française. Donc finalement, je crois que c'est Pompidou qui a choisi, avec le général de Gaulle, finalement, la filière américaine. Donc vous voyez, c'est plus complexe. Mais maintenant, vous avez raison, les Américains se comportent comme des prédateurs, comme des protecteurs, en fait comme un protectorat. C'est le mot du général de Gaulle. L'OTAN, c'est un protectorat. Les États-Unis, qu'on nous considère comme les protecteurs. Et donc le protecteur fait fi de ses protégés. Donc nous devons cesser d'être des protégés. Mais je ne vais pas vous dire, là, telle mesure, là, vous me diriez vraiment, il y a qu'à Faucon. Je vous dis un état d'esprit, une philosophie. Nous devons être fermes vis-à-vis des États-Unis et nous devons cesser cette soumission. Est-ce qu'on peut être ferme? Oui, on peut être... Attendez. Allez-y. Est-ce qu'on peut être ferme quand on est devenu une puissance de moyenne impuissance? Oui, on peut être ferme. Souvenez-vous, Chirac, en 2003, a refusé la guerre en Irak. Il a été ferme, il a résisté, il a trouvé des alliés, l'Allemagne de Schröder, la Russie du début de Poutine. C'était quand les tests nucléaires français? Comment? C'était quand les tests nucléaires français? 95. Quand il a été élu en 95. Il l'a fait. Alors qu'il y avait des pressions, justement, de l'Australie et
je suppose, manipulé par les Américains derrière. Vous voyez, il l'a fait. Donc il y a possibilité de résister. Je suis désolé, bien sûr qu'on est moins fort que les Américains, je ne vais pas vous dire, mais on peut avoir des... comment dire, on peut tendre la main aux Russes. Moi, je suis tout à fait favorable à un rapprochement avec les Russes. Je suis favorable, par exemple, à ce qu'on décide, puisqu'on peut le faire solitairement en Europe, la fin des sanctions contre les Russes. Et qu'on arrête de les embêter avec la Crimée qui était russe depuis le XVIIIe siècle. C'est comme si on nous embêtait avec la Lorraine ou la Corse. C'est la même période. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des moyens de faire. La France peut retrouver une politique étrangère indépendante. En tout cas, elle le doit. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est aisé, je ne dis pas que, évidemment, la soumission est beaucoup plus simple, mais ce n'est pas digne de la France. Donc je pense qu'on doit, en tout cas, mettre ce cap-là. Je reviens sur l'immigration. Faisons une expérience de pensée. Le réchauffement climatique s'emballe, il y a moins de récoltes, il y a moins de nourriture sur place, il fait trop chaud, les gens tombent dans les rues comme des mouches. Ils viennent pour migrer tels des oiseaux pour retrouver des températures plus clémentes. On fait quoi? Je vous répète, d'abord je ne crois pas à votre scénario catastrophe. Je n'y crois pas. Vous avez lu le rapport du GIEC? Oui, je lis pas des centaines de pages, je n'ai pas cette prétention. Je lis, je comprends, j'essaye de comprendre ce qu'ils disent. Vous croyez pas au réchauffement climatique? Si, je pense qu'il y a un réchauffement climatique, mais je pense d'abord que les êtres humains s'adaptent toujours au climat, quelle que soit la situation. Deuxièmement, je vous répète que moi, je veux protéger les Français. Ok, donc on fait une expérience de pensée. Pour moi, l'immigration est devenue le danger mortel pour la France et les Français. Donc il faut arrêter. Donc quel que soit, vous savez comment Rome est tombée face aux barbares. Non mais est-ce que vous savez pourquoi? Non mais je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est la même chose. Dites-moi, Rome. Ils étaient ce qu'on appelait les barbares étaient poursuivis par les Huns. Et Gengis Khan. Exactement. Et pour des raisons humanitaires, les Romains ont ouvert le fameux mur pour laisser rentrer les barbares. Les barbares ont fini par conquérir Rome. Ouais, mais là, c'est pas des barbares. Vous savez, nous sommes tous des barbares. Hannah Arendt disait très joliment, chaque génération nouvelle est une génération de barbares que nous devons civiliser. Nous sommes tous des barbares et moi, j'ai l'habitude de dire... Peut-être plus que les autres. Mais non, c'est pas ça. J'ai l'habitude de dire, puisque je viens moi aussi du sud de la Méditerranée, et que je viens la banlieue de Paris. que je suis moi-même un barbare romanisé. Et que simplement, j'ai fait le chemin des barbares romanisés. J'ai mis la toge, j'ai fait à Rome comme les Romains. Voilà. Vous parlez latin ? Non, mais parler latin, c'est rare. J'ai fait un peu de latin dans ma jeunesse, mais c'est vieux maintenant. Bon, alors bref, donc, tout ça pour vous dire qu'ils peuvent émigrer ailleurs. Vous remarquerez que cette question, on ne pose pas cette question au Japon. On ne pose pas cette question à l'Australie. On ne pose pas cette question même à l'Arabie Saoudite. Moi, je vous pose cette question à vous. Mais moi, je la pose, je vous dis non. D'accord. Je vous dis, quoi qu'il arrive, je vous dis non. S'ils continuent. Mais s'ils continuent, ils se débrouilleront. Vous savez que les murs n'ont jamais arrêté des gens qui avaient faim. Mais c'est faux, ça. Ah bon? C'est faux. C'est faux. Je suis désolé de vous dire, les murs arrêtent les gens. Le mur à la frontière mexicaine a réduit l'immigration. À quel prix? Mais je m'en fous. Le prix ne sera jamais aussi élevé que la mort du peuple français. Voilà. Et pour moi, il en va de la vie et de la mort du peuple français. Voilà. C'est tout, c'est simple. Vous voyez, je suis prêt à mettre le prix. On fait quoi avec l'Europe? On sort, on fait un Brexit à la française? Vous savez, je pense que nous ne sommes pas l'Angleterre. Oui, parce qu'on n'est pas une île, bien vu. Et, vous avez raison, géographie, d'abord, et deux, histoire. Nous n'avons pas gagné toutes les guerres du XXe siècle. Et donc, nous n'avons pas la force. Nous l'avions jadis. Au XIXe siècle, vous savez, Stendhal raconte que... On avait nos colonies. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous vous méprenez, vous savez, sur les colonies. Les colonies n'ont jamais... Les Français s'en sont moqués jusqu'en 1932 à l'exposition coloniale. D'ailleurs, ça a désolé les républicains. Il n'y a pas de mouvement politique et populaire en faveur de la colonisation. En revanche, Stendhal racontait qu'en 1810, le Français se sentait vraiment supérieur au reste de l'humanité. Ça peut rester, hein. Oui, mais il y a aujourd'hui, au contraire,
un sentiment de déclin, d'infériorité, de culpabilité, qui fait que le français, non, il n'est plus du tout le français de 1810. Et je le regrette moi, mais bon, c'est comme ça. Donc les Français ne s'imaginent plus seuls. Ils ont besoin de se sentir soutenus avec des alliés, même si ces alliés, en l'occurrence, ne sont pas très amicaux et sont plutôt des rivaux qu'autre chose. Mais passons. Donc je pense que le Frexit serait une erreur, que d'abord on n'aurait pas de majorité pour cela, et que en plus ça désorganiserait l'économie. L'Angleterre n'était pas dans l'euro, l'Angleterre n'était pas dans Schengen. Vous voyez, on a des liens beaucoup plus étroits, et donc les rompre désorganiserait complètement l'économie. Et moi, je veux me focaliser sur ma priorité, qui est l'immigration dont je vous parlais tout à l'heure. Vous êtes vacciné? Oui, pardon, j'ai une dose. J'ai eu le Covid et je me suis fait vacciner avant les vacances pour... Paraît-il que Covid plus vaccin, c'est le meilleur combo pour les défenses immunitaires. Je vous laisse continuer. Je vous avoue que je ne suis pas du tout un spécialiste. Donc on verra bien. Donc je vous disais, là vous m'avez perdu. C'est exprès. D'accord. Bon, ben, c'est réussi. Donc, vous savez pourquoi je fais ça? Non. Parce que quand je vous entends parler, en fait, en préparant cette interview, j'ai mangé du Éric Zemmour depuis à peu près 15 jours. Chose que je ne faisais absolument jamais. Et j'entends en fait toute cette petite ritournelle. Et c'est pour ça que je me permets de faire une grande interview avec vous et de vous secouer et de vous perdre pour voir qui est le vrai Éric Zemmour. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que le vrai Éric Zemmour, c'est celui de cette ritournelle, comme vous dites. Voilà. Et que vous n'obtiendrez pas, même en restant 10 heures, autre chose. Avec une bouteille de Gilles Poulain, je vous fais plier en 20 minutes. Ne vous inquiétez pas, je dis exactement en privé ce que je dis en public. Voilà. C'est simple, moi je suis quelqu'un de simple, vous savez, pas de sophistication de ce côté-là. Donc, vous n'aurez pas un autre discours, parce que je crois vraiment ce que je dis, et je pense vraiment ce que je dis. Sur la question du réchauffement climatique, avec les réfugiés climatiques, on vous les a déjà posé ces questions, non? Ils iront ailleurs. Voilà. C'est la mort, mais pas chez nous. Exactement. Parce que pour éviter la mort chez nous, de notre peuple. Moi, je choisis. La préférence nationale. Exactement. Je choisis la préférence nationale. Je choisis de sauver le peuple français que j'aime. Mais le peuple français, avec ses valeurs d'aider les plus pauvres, ses valeurs catholiques. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. De tendre la main. Vous avez tout à fait raison. Comme Saint-Martin qui coupait sa cape pour donner aux pauvres. Vous avez tout à fait raison. C'est très juste ce que vous dites. Sauf que, vous savez, on ne peut pas... Je crois que c'est... je ne sais plus, je ne sais pas si c'est Saint Augustin ou un autre saint qui disait on ne peut pas vouloir le bien jusqu'au mal. Voilà. Donc là, on est en plein dans cette phrase. Comment il a fini, Saint Augustin? Il a fini. Comme nous tous, nous finirons malheureusement. D'ailleurs, il faudrait vérifier parce que c'est pas sûr que ce soit Saint Augustin, mais en tout cas, la phrase, j'en suis sûr. Et je pense effectivement que nous sommes à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, vous avez raison. Les valeurs chrétiennes, d'hospitalité, de main tendue vers l'autre, le pauvre en particulier, sont réelles. Maintenant, il faut quand même préciser. Quand on dit les valeurs d'hospitalité, quand le pape fait référence à ces valeurs-là, on nous dit toujours « vous devez accueillir l'étranger ». Vous savez, c'est une phrase qui date même de l'Ancien Testament. Parce que la part du pauvre et tout le tintouin. Absolument, et surtout accueillir l'étranger. Ça vient de l'Ancien Testament, même de Abraham, etc. Parce qu'on dit au peuple juif, vous avez été vous-même étranger en Égypte, et donc vous devez accueillir l'étranger. Mais on oublie un petit détail. C'est que dans ce cadre-là biblique de l'accueil de l'étranger, on vous dit, en gros, accueillez l'étranger et ne le trucidez pas. Bon. Mais on oublie toujours de dire qu'il repart. Il reste 1 jour, 2 jours, 3 jours, et ensuite il s'en va. Il ne reste pas des années. Il ne veut pas changer l'âme du peuple français. Il ne veut pas imposer sa loi, son Dieu et ses mœurs. L'étranger, quand il devient français, à Rome, il fait comme les Romains. Si à Rome, il ne fait pas comme les Romains, il est un colonisateur. Le Gaulois. Le Gaulois a fait comme les Romains. Ouais. Nous sommes devenus la civilisation gallo-romaine. Oui, gallo-romaine, pardon. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai aucune culpabilité.
je pense effectivement, si nos valeurs chrétiennes deviennent un danger, nous devons d'abord penser à notre survie et à la survie du peuple français. Il faut supprimer les valeurs chrétiennes. Non, il ne faut pas supprimer les valeurs chrétiennes, il faut au contraire d'abord qu'elles soient respectées. J'aime bien parce que en général, les gens qui invoquent les valeurs chrétiennes, c'est les gens qui se moquent complètement du christianisme et qui n'ont absolument pas foi en Jésus-Christ. Donc si vous voulez, n'oubliez pas que c'est d'abord ça, les valeurs chrétiennes. C'est d'abord la foi en Jésus-Christ. Et ensuite, il y a ce discours d'amour, etc. Mais l'amour ne doit pas détruire la loi et ne doit pas détruire la survie d'un peuple. Je vous le répète, quelqu'un qui par amour se sacrifierait et se tuerait, c'est un suicide. Ce n'est pas un geste d'amour et ce n'est pas conforme aux valeurs chrétiennes. Il faut arrêter avec ça. Là, nous sommes dans ce cas-là. Donc, nous devons considérer que l'accueil de l'autre devient meurtre de soi. Donc, dans ce cas-là, nous devons arrêter. Voilà, c'est tout. Donc, l'Europe ? Donc l'Europe doit également, si vous voulez, l'Europe, nous avons à la Commission européenne, au Parlement européen, dans les instances européennes, une idéologie immigrationniste. En gros, c'est le raisonnement économique, il va manquer, les Européens font moins d'enfants, donc il va manquer des bras, des consommateurs, donc il faut faire venir des gens. Et on se moque complètement que ces gens aient une culture, des mœurs, une civilisation radicalement différente et qu'en plus, ils ont pour beaucoup une attitude agressive à l'égard de notre civilisation par ressentiment. C'est la discussion qu'on a eue au début. Donc, je pense que nous devons dire à la Commission européenne, nous devons dire au Parlement européen, nous devons dire aux juges européens, qu'ils soient Cour de justice ou Cour européenne des droits de l'homme, que nous considérons qu'il en va de la survie de la France et que donc nous ferons qu'à notre tête. Et que s'ils ne sont pas contents, c'est la même chose. Si, par exemple, la Cour européenne nous sanctionne parce que nous n'avons pas respecté le fameux article 8, vous savez, de la Convention européenne des droits de l'homme qui précise que tout homme a le droit à une vie familiale normale, principe ô combien vénérable, mais qui nous oblige à accueillir des centaines de milliers de personnes par an, ça, ce n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, nous dirons que nous sortirons de cet article 8, et s'ils insistent, nous sortirons même de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, avant, sous le général de Gaulle, il n'y avait pas de saisie de la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Et je ne crois pas que nous étions un pays qui ne respectait pas les droits de l'homme. Donc il faut arrêter avec ça. C'est la France qui a inventé les droits de l'homme, avec à la limite l'Angleterre. On ne respecte pas les droits de l'homme vu l'état de nos prisons, non? Écoutez, je ne pense pas que l'état de nos prisons est dû au fait que simplement, comme nous avons effectivement accueilli des millions d'étrangers et qu'il y a une énorme surdélinquance de ces populations, nous sommes submergés. Donc je pense qu'on réglera la question des prisons quand on expulsera les délinquants étrangers. Pourquoi, selon vous, il y a une surreprésentation de la délinquance dans les minorités que vous décrivez? Pour plusieurs raisons. On peut considérer que, d'abord, si vous voulez, il y a traditionnellement une surdélinquance dans les populations immigrées récemment. On a eu ça avec les Italiens à la fin du 19e siècle. On a eu ça avec même les bandes pieds noirs dans les années 50, 60. Voilà. Ça, c'est le premier fait qui est indéniable et que je ne conteste pas. Maintenant, on a dépassé ce stade-là et on a dépassé cette époque-là. Je pense qu'il y a aujourd'hui ce que j'appelle un djihad du quotidien. C'est-à-dire que, mais vous allez dire que c'est ma ritournelle habituelle, je l'ai déjà dit effectivement, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, je ne dirais pas autre chose que ce que j'ai dit. Vous avez grandi dans le 18e arrondissement de Paris, non? Comment? Vous avez grandi dans le 18e arrondissement de Paris? À l'adolescence, oui. Quelle rue? Doudoville. Une rue qui descend du métro Château-Rouge. Rue Le Thor, vous connaissez? Rue Le Thor. Ah non, je ne connais pas, c'est où? C'est le cœur même du 18e. C'est vers quelle rue? C'est juste en face de la porte de Clignancourt. Ah, je connais très bien. Je ne connais pas cette rue. Mais moi, j'étais plutôt à Château-Rouge, vous voyez, un peu plus loin de Clignancourt. J'allais pas souvent à Clignancourt. J'étais plus près de Porte de la Chapelle. Ah, pas trop. Vous voyez, entre Barbès et la Porte de la Chapelle. Il y a Château-Rouge et on descend la rue de Deauville, derrière la rue Ordener, la rue Mira, la rue Léon, vous voyez. C'était la rue Championnet. La rue Championnet, non, c'est plus vers Porte de Clignancourt, la rue Championnet. Par rapport à la piscine, c'est où? Quelle piscine? La piscine où c'est Championnet Sport qui utilise. Ah, mais c'est plus. Non, moi, je suis plus côté Barbès.
plus près de Barbès. Donc, je vous disais, je pense que ce que j'appelle le djihad du quotidien, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une interpénétration entre, si vous voulez, les milieux du djihadisme, les grands attentats, etc., qui étaient tous des anciens délinquants. Je pense qu'il y a, si vous voulez, une mentalité de revanche, que cette délinquance est le produit d'une volonté de revanche sur les Français qui nous ont colonisés, etc., sur les infidèles, etc., et que tous les moyens sont bons, trafic de drogue, vol, viol, et que nous devons tenir compte de cet état de fait, si vous voulez, pour prendre les mesures qui s'imposent. Je vous disais, par exemple... l'avocat du diable. Vous ne pensez pas que ces populations qui ont été parquées dans des bidonvilles, traitées comme des chiens, avec c'était quoi, en 58, il n'y avait pas des bidonvilles à côté de Paris? Ils vivaient où en Algérie? Pardonnez-moi, pourquoi ils sont venus en France? Pourquoi ils sont venus en France? Oui, pour gagner plus. Donc on les a traités comme des chiens, en leur donnant plus d'argent que chez eux. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On leur a donné du boulot. Ensuite, on a fait venir leurs femmes, leurs enfants. On avait sauvé leurs enfants, parce que c'est la médecine française qui sauvait leurs enfants. Je vous rappelle que moi, mes ancêtres étaient en Algérie, et on mourait du choléra et du typhus comme pas un. Hein? Ça tombait comme des mouches. C'était ça l'Algérie. C'était un cloaque. C'était des marais incessants, et la France a assaini tout cela. La médecine française a permis à ces gens qui étaient 2 millions d'habitants en 1830 d'être 10 millions en 1962 et 40 millions aujourd'hui. C'est ça, les appeler comme des chiens. On les a fait venir, on leur a donné les allocations familiales, on leur a permis d'aller à l'école, on leur a permis d'apprendre la langue française, la magnifique littérature française. On les a mis dans des HLM alors qu'ils vivaient dans des gourbis. C'est ça que vous appelez traiter comme des chiens. On les a remis dans des gourbis, non? Non, pas du tout. Les HLM ont été transformés par des gourbis par la population elle-même. Quand il y a une population autre, les HLM sont impeccables. Et il n'y a pas de dégradation et il n'y a pas de vol. Bon, alors arrêtez avec ça. On ne les a pas maltraités du tout. D'ailleurs, je discute avec beaucoup de Maghrébins, en particulier les Kabyles, qui le savent très bien. La France a été bonne fille et bonne mère et très généreuse. Et on ne les a pas parqués. On les a mis dans des HLM où nous étions, nous, les pieds noirs. Simplement, ce sont eux qui ont chassé les autres. Ils ont chassé les autres parce qu'ils ont été... D'abord, ils ont imposé leur mode de vie, comme là-bas, et en plus, il y a eu des bandes maghrébines qui ont commencé à faire la loi, à voler on disait à l'époque, les autoradios. C'était le vol des autoradios. Ça a commencé comme ça, dans fin des années 70. Donc, moi, j'avais toute ma famille dans les banlieues. Je sais exactement ce qui s'est passé. Je l'ai vu. Hein? Donc, ne me racontez pas d'histoire. On les a royalement traités et on continue. Vous savez, aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a 14% seulement d'immigration de travail. Nous sommes passés d'une immigration de travail à une immigration sans travail. Vous savez, il y a aujourd'hui 8% de chômage en France. Il y a 14% parmi la population étrangère. Il y a aujourd'hui 13% d'inactifs en France. Il y a parmi la population extra-européenne 40% d'inactifs. Ces gens-là n'ont rien à faire chez nous. Voilà. Et ne dites pas qu'on les traite mal. On leur donne un système d'assistanat incroyable, okay, qui nous coûte, qui nous plombe la compétitivité de nos entreprises. S'ils ont eu des enfants en France, on fait quoi? On supprime le droit du sol. On fait un charter avec tout le monde? Absolument. S'ils n'ont plus de titre de séjour légal, bien sûr. D'accord. Et le pauvre gamin qui est né chez nous? Pauvre gamin qui est né chez nous, d'abord, il y en a beaucoup qui détestent la France. Vous avez remarqué. C'est parmi la jeunesse. Donc il y a un problème. Donc d'après moi, c'est qu'il est malheureux. Okay. S'il déteste la France et les Français, c'est qu'il est malheureux. Donc il sera mieux chez lui. Voilà. Il est... Chez lui, c'est pas ici? Non, c'est pas ici. La preuve, il le dit lui-même. Il dit, il n'est pas gaulois. Il n'est pas français. Quand on lui demande, il dit, je suis algérien, je suis marocain. Je comprends. Je le comprends. Vous savez, le roi du Maroc nous l'avait dit. Vous avez vu cette vidéo dans les années 80 face à Anne Sinclair. Il avait dit, les miens, parce que il disait comme Louis XIV, mes peuples, les miens ne seront jamais français, vous pourrez faire tous les efforts que vous voudrez, la civilisation est trop différente. Mais ce n'est pas mal, ce n'est pas grave, je comprends qu'on soit attaché à sa culture, à ses mœurs, à son Dieu, à sa civilisation. C'est tout à fait, mais vraiment respectable. Ok, changeons de sujet.
Je vous en prie, moi c'est vous qui me... Je suis vos sujets. L'écologie. Je fais juste un sujet comme ça ou je pose des questions plus... Et allez-y, je vous en prie. On reste sur le nucléaire, on reste pas sur le nucléaire, on continue l'éolien, on fait comment avec la pêche? Comme vous voulez, moi je suis tout à fait prêt à parler de nucléaire et d'éolien. La voiture électrique, pour ou contre? Voiture électrique. La voiture électrique? Oui. Vous avez votre permis de conduire? J'ai mon permis de conduire. Je conduis mal, mais j'ai mon permis de conduire. Quoi comme voiture? J'ai pas de voiture parce que je suis sous protection depuis maintenant près de 2 ans. Donc vous voyez, je suis... Vous payez vos taxis? Ah non, c'est la police qui m'emmène. Bon, je m'en serais passé. Hein. Et moi, je prends pas la voiture dans Paris. Je prenais le métro. Combien vous gagnez? Oh, ça vous regarde pas. Et là, pour l'instant, je ne gagne plus rien. Puisque je n'ai plus... pas de droit d'auteur, rien du tout? Ah non, mais j'ai droit d'auteur. Mais je ne suis plus ni à CNews, ni au Figaro, ni à Paris Première. À CNews, mais ça ne vous regarde pas. Je ne tiens pas du tout à vous dire ce que je gagne. Voilà. L'écologie. L'écologie. Donc on était à la voiture électrique. Donc je n'ai rien contre la voiture électrique. Je ne suis pas un fou de voiture. Donc vous voyez, je conduis très peu. Je vous dis, dans Paris, je ne conduisais jamais. C'est plutôt une corvée pour moi. Je préfère prendre le train. Maintenant, je pense aux 100 000 emplois que la France va perdre dans les années qui viennent à cause d'une transition écologique, comme on dit, et d'un passage à la voiture électrique ultra rapide. Ça me paraît un peu fou. Surtout que la France était en avance sur le moteur diesel, sur le moteur thermique, qui était beaucoup plus économe en CO2 qu'on le disait. On a fait des progrès formidables. Maintenant, en plus, si on veut passer à la voiture électrique, grand bien nous fasse, sauf que, si j'ai bien compris, nous sommes dépendants des batteries électriques chinoises, alors que nous avions nos propres moteurs thermiques, donc ça nous fait encore une dépendance. Je sais qu'on parle de Airbus, de la batterie électrique européenne, etc., mais pour l'instant, on ne voit pas le bout du nez. Vous voyez, vous en riez vous-même. Et donc, on va être en dépendant des Chinois, une dépendance de plus. Donc, on sacrifie notre industrie automobile au nom d'impératifs écologiques, alors même que grâce au nucléaire et à l'hydraulique, nous avons déjà, vous me l'accordez, nous sommes le pays le moins émetteur de CO2 d'Europe. Nous émettons, je crois, 3 fois de moins de CO2 que l'Allemagne et 5 ou 6 fois de moins que les États-Unis. Donc, c'est pas la France. Si la France émet moins de CO2, ça ne va pas changer la face du monde. Parce que déjà, elle en émet très peu. Donc je pense que comme la France est plutôt vertueuse grâce au choix nucléaire, je reconnais qu'on ne l'a pas fait pour ça à l'époque. On l'a fait pour l'indépendance énergétique. Pour la bombe. Et vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il y a un lien entre la bombe atomique et le choix de l'énergie nucléaire. Vous avez tout à fait raison. Donc on l'a fait pour ça, pour l'indépendance militaire du pays, et pour l'indépendance énergétique quand il y a eu le choc pétrolier, mais vous savez tout ça. Donc nous devons... Là, c'est une technologie française, on était à la pointe, et nous avons des gouvernements irresponsables qui, depuis 10 ans, ont sacrifié cette magnifique technologie française au gré des accords électoraux, je pense à Hollande. Vous savez que c'est à cause de ça qu'on a fermé Fessenheim. C'est pour un accord électoral à la noix entre Martine Aubry, qui était à l'époque première secrétaire du PS, et les Verts. Vous imaginez, c'est pour quelques circonscriptions aux Verts qu'on a fermé Fessenheim, une centrale nucléaire qui marchait très bien et qui aurait pu vivre encore 20 ans. Les politiques qu'on mérite. Ah mais ça, vous avez raison, ça sans doute que vous avez raison, mais enfin on peut quand même critiquer ce qu'on fait quand même. Et que Emmanuel Macron aurait très bien pu, il n'était absolument pas redevable, comme François Hollande, de ses magouilles politiciennes avec le PS. Il aurait très bien pu dire, mais moi, ce qu'a décidé François Hollande, je m'en moque. Non, il ne l'a pas fait, pour des raisons encore de communication politique, pour se faire bien voir des écolos. C'était son époque écologique. Et maintenant, vous avez vu, il revient au nucléaire. Ce type dit tout et le contraire de tout sur tous les sujets. Bon, mais ça, on commence à avoir l'habitude. Donc voilà, si vous voulez, je pense, moi, que on a de la chance. On avait une énergie nucléaire qui assurait notre indépendance et qui en plus était économe en CO2. Nous devons la maintenir et la faire progresser. Nous devons absolument, si vous voulez,
réinvestir dans cette filière pour attirer de nouveau les compétences, parce que le dédain avec lequel nous avons traité cette filière nucléaire a fait fuir les meilleurs, donc ils ne viennent plus dans le nucléaire. Nous devons arrêter en plus avec le pendant des énergies renouvelables avec l'éolien. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas le nucléaire. L'éolien, c'est bien pour les gens qui n'ont pas d'autres énergies. Mais si vous voulez, on a vu ce qui se passait en Allemagne. Au-delà de la laideur et de l'enlaidissement des paysages, sans compter les massacres de petits oiseaux, etc., sans compter le béton énorme que l'on coule pour ces éoliennes. Leur cyclage. Exactement, l'absence de recyclage. Vous savez très bien aussi que c'est une énergie intermittente, qu'il n'y a que 25% de la capacité de production et que donc, quand il n'y a pas de vent, eh ben, on va chercher quoi? On va chercher le charbon, ce qu'ont fait les Allemands, ou alors le gaz. C'est ce qui explique en grande partie la hausse du prix du gaz aujourd'hui. Donc vous voyez, tout cela, c'est une politique de gribouille. On avait, grâce à la décision sage et vraiment intelligente de Gaulle, Pompidou et Giscard, qu'on oublie toujours, qui a fini le travail de ces centrales nucléaires. D'ailleurs, il disait à la fin de sa vie que c'était ce dont il était le plus fier dans sa carrière politique. Je pense qu'il avait raison. Donc, vous voyez, on a bazardé tout ça et on dit, ah ben non, c'est pas grave, on va la baisser à 50%. Pourquoi 50%? On n'en sait rien. Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 60? C'est comme ça, c'est arbitraire. En vérité, non, il faut absolument maintenir et préserver notre énergie nucléaire. Et d'ailleurs, je vous dis, Emmanuel Macron a été une révélation, a subi une révélation. Maintenant, il ne jure que par le nucléaire. Mais voyez, l'impréparation et un certain amateurisme. Il nous dit, ça vous a pas échappé, il nous dit on va faire des petites centrales. Hein, les petits réacteurs. Petits réacteurs, pardon. Pour faire des petites catastrophes. Il n'y a pas eu de catastrophe en France, arrêtez. Il n'y a jamais eu de catastrophe. Ça a tué moins que le charbon et que le gaz, le nucléaire. C'est pas parce qu'il y a la bombe atomique que ça va faire des catastrophes. Donc il nous dit les fameux réacteurs, les petits réacteurs, mais nous ne maîtrisons pas cette technologie. Comme nous avons négligé le nucléaire depuis 10 ans, nous ne la maîtrisons pas. J'ouvre une parenthèse. Je vous en prie. Notre complexe nucléaire avec nos 50... Vous avez jusqu'à quelle heure? Comment? Bah écoutez, on conclut là. Ça fait déjà 1h30, c'est bien. Non, ça fait 1h23. Eh ben vous voyez. Allez-y, dispositif... ne vous censurez pas. Non, mais je me censure pas, hein, c'est pour vous. Vous êtes chez vous. Exactement. Vous avez bien compris ce que c'était. Mais bien sûr, mais moi j'aime ce genre de... Vous avez vu, j'échange avec vous. Nos complexes nucléaires ne sont pas du tout protégés contre la menace terroriste. Est-ce que multiplier des petits réacteurs un peu partout, c'est pas aussi prendre des risques? C'est pas une question que je balaye du revers de main. Il y a des risques, évidemment, il y a des risques terroristes. Je pense que vous exagérez en revanche quand vous dites qu'ils ne sont pas protégés contre la menace terroriste. Ils ne sont pas protégés. Quand on voit Greenpeace capable de faire péter un drone avec des feux d'artifice à côté d'une piscine de stockage, on rigole. Moi, je vous prends un LRAC avec mes 2 copains, je vous fais péter une centrale nucléaire en 10 minutes. Il n'y a pas eu d'attentat, ça me paraît bizarre. Ou alors ils ne sont pas très malins, nos amis djihadistes. Ah, vous avez peut-être remarqué des choses, c'est bien. Question sur l'écologie. La France qui est condamnée pour sa diffusion de CO2. Ça vous fait quoi? Ni chaud, ni froid? L'État, c'est nous, c'est pas nous, c'est notre faute, c'est pas notre faute, c'est l'administration? Ni chaud, ni froid, c'est que je trouve ça absolument scandaleux. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes le pays qui émet d'Europe, et le pays développé qui émet, je crois avec la Suède, si je ne dis pas de bêtises, vous vérifierez, qui émet le moins de CO2. En quoi on doit être condamné pour notre consommation de CO2, pour notre production de CO2? Ce qui est vrai, là où vous avez raison, c'est que notre faible émission de CO2 n'est pas seulement due au nucléaire. C'est aussi dû à notre désindustrialisation. C'est-à-dire que... C'est facile. Ben non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a exporté notre production. Exactement. Et donc on a exporté notre CO2. Et donc notre consommation est beaucoup plus importante en CO2 que notre production. Là, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on peut prendre le CO2 des autres. Vous avez 1000 fois raison.
On peut produire notre CO2 chez les autres. Comment? On peut produire notre CO2 chez les autres. Et c'est ce que je vous dis, absolument, c'est ce qu'on fait. Non, vous avez raison. Vous voyez, j'essaye d'être le plus honnête possible avec vous. On pourrait aussi agir sur, si vous voulez, les endroits où on utilise de l'énergie thermique, de l'énergie fossile. On pourrait, les logements, l'industrie, vous voyez, on pourrait là faire un plan, là je suis d'accord avec vous, par exemple, pour isoler davantage les logements. Il y a des choses à faire. Okay. Vous avez fait votre service militaire? Non, j'avais des tas d'ennuis, de santé, un genou. Réformer P4? Ah non, pas P4. Non, pas du tout, je suis pas fou. J'ai pas fait le fou non plus, même si à l'époque c'était la mode. Mais vous savez, moi j'ai pas mal de maladies auto-immunes. L'incontinence marchait pas mal aussi. J'ai pas entendu, excusez-moi. Éric Zemmour avec le feu nucléaire, vous en pensez quoi? Avec le feu nucléaire? Oui. Si vous voulez, c'est le feu nucléaire nous permet de ne plus subir d'invasion comme juin 40. C'est pour ça que ça a été fait. Il faut bien comprendre que quand le général de Gaulle fait ça, il est hanté par l'invasion de juin 40. Quand Christophe Castaner vous met un taquet par rapport à ce que vous avez marqué dans un de vos bouquins par rapport aux filles dans les bus... vous passez du coq à l'âne, c'est ce qui s'appelle passer du coq à l'âne. Mais j'admire. Quand on me donne 1h23, 1h27, quand on donne 1h30, si on avait eu plus... Mais allez-y, je vous en prie. Mieux. Allez-y, je vous en prie. Mais on va essayer de faire. Allez-y, on peut gratter un quart d'heure. Je ne veux pas vous censurer, je ne veux pas vous frustrer. Je sens que là, vous. Alors, je ne suis pas frustré. Bon, c'est bien. Et deux, ça nous arrange parce qu'il y a une très bonne bouteille qui nous attend. Et alors, vous voyez, c'est parfait. Alors, allez-y. Castaner. Donc, Castaner qui vous met un taquet. Mais je vous ai répondu. Non, c'est plus sérieux pour le nucléaire. Je pense que c'est, si vous voulez, c'est ce qui fait notre statut de grande puissance. C'est ce qui permet de parler haut et fort en France, et dans le monde et surtout en Europe. D'ailleurs, c'est pour ça que nos autres partenaires européens voient ça de travers, et en particulier les Allemands. Je pense vraiment que c'est un de nos atouts. Vous savez, le philosophe allemand Sloterdijk a une formule que je trouve assez jolie et assez fine. Il dit « L'élection du président de la République au suffrage universel et la dissuasion nucléaire, c'est le sacre de Napoléon et la Grande Armée. » Il est incontestable que la dissuasion nucléaire, notre arme nucléaire, est un moyen, si vous voulez, d'imposer notre puissance en Europe. C'est pour ça que nous sommes écoutés, c'est pour ça que nous sommes entendus, et en Europe, et au Conseil de sécurité, et dans le monde. Ne croyez pas que ça soit méprisable ni négligeable. Est-ce qu'il faut faire évaluer la psychologie de notre président tous les ans? Bon, non, là, vous n'êtes pas sérieux. D'accord. Revenons au taquet de Castaner. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est assez bête. Pourquoi c'est bête? Mais je vais vous dire pourquoi. Si vous me permettez, parce que c'est dans le suicide français. Je racontais, vous savez, dans le suicide français, je m'intéressais à tous les films, à toutes les chansons, à tout le bain culturel dans lequel on avait vécu et qui a changé nos mentalités, notre façon de vivre, etc. C'était ça le thème de ce livre qui remontait les 40 dernières années. Et j'évoque à un moment un film qui m'avait beaucoup plu dans ma jeunesse et qui est Elle court à la banlieue, 1973, qui est justement le début de la banlieue. Et donc, où on voyait, vous voyez, ça vous aurait plu, vous devriez voir ce film, parce que c'est la banlieue, mais telle que je l'ai connue moi. C'est-à-dire la banlieue avant le regroupement familial. Et donc, il y a, évidemment, il y a des conflits, il y a des incompréhensions, il y a des agacements, parce que le réseau de transport en commun n'est pas adapté à cette nouvelle population qui vient autour de Paris. Vous voyez, on voit tout ça. Il y a Marthe Keller qui joue une jeune femme et elle a une copine, elles prennent le train, le bus, donc on voit la galère, vous voyez, des banlieusards de l'époque. Et il y a une scène où le chauffeur de bus ne peut pas s'empêcher de mettre une main aux fesses à la copine de Marthe Keller. Et la copine de Marthe Keller dit « Oh, ça va ». Mais je disais, dans le livre, je dis « Il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas... parce que nous sommes dans une société de confiance. » Et ce Castaner dit « Mais c'est scandaleux, il monte sur ses grands chevaux, j'ai 2 filles et je ne voudrais pas que mes 2 filles se fassent mettre une main aux fesses. » C'est dérisoire et grotesque, et je vais vous dire pourquoi si vous me laissez 2 minutes, puisqu'on a le temps. En vérité, qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce texte? J'ai voulu montrer
je vous le répète, l'ambiance de la banlieue d'avant le regroupement familial, c'est-à-dire une ambiance pacifiée. C'est-à-dire que c'est une époque où même les gestes inconvenants, les gestes qui ne doivent pas se faire, comme cette main aux fesses, sont contrôlés par la société. C'est-à-dire que celui qui s'en rend coupable est immédiatement surveillé et puni par le qu'en dira-t-on global. On lui dit non, ça ne se fait pas. Et il ne le fait plus. C'est ça que j'ai voulu décrire. J'ai voulu décrire cette société. Alors évidemment, il va prendre une phrase et il va mettre le focus là-dessus pour m'attaquer. C'est dérisoire. Aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Aujourd'hui, ces jeunes femmes dans la banlieue ne pourraient même pas se mettre en mini-jupe comme elles se mettent, parce qu'elles se feraient insulter, cracher dessus, quand elles ne se feraient pas tabasser par les jeunes de la cité qui font régner l'ordre islamique. Donc ça n'a rien à voir. On n'est plus dans la même époque. Et aujourd'hui, c'est pas Castaner qui défend ces jeunes femmes et qui défend ces filles. Parce que ces filles, comme les jeunes femmes de la génération de ces filles, elles sont en permanence en danger à cause de l'immigration, justement, et des enfants, de beaucoup d'enfants de l'immigration qui les agressent, qui les insultent, qui leur interdisent de porter des robes ou des jupes parce qu'ils les traitent de putains à cause de ça. C'est ça l'ambiance dans les banlieues. C'est ça aussi l'ambiance même à Paris, dans certains quartiers. Donc, lui, il a été ministre de l'Intérieur. Il n'a rien fait contre ça. Il n'a rien fait pour protéger ces femmes. Et il donne des leçons en disant « mais je suis scandalisé par ce comportement ». Mais c'est lui qui est indigne. C'est lui qui voulait, en tant que ministre de l'Intérieur, mettre un genou à terre devant une bande de mafieux qui écumaient la banlieue au moment de l'affaire, vous vous souvenez, avec l'affaire Traoré. C'est lui, Castaner. Hein. C'est Castaner, ça, le ministre de l'Intérieur le plus médiocre depuis 20 ans. Et c'est lui qui ose donner des leçons. Mais j'en rigole, hein, j'en rigole encore. Question Internet. Par qui est-il financé? Qui vous conseille? Par qui êtes-vous financé? Qui vous conseille? Pour l'instant, je suis financé par personne. Il y a effectivement des gens qui souhaitent financer une éventuelle campagne. Et donc qui donne de l'argent aux amis d'Éric Zemmour et en prévision d'une éventuelle campagne quand je serai, si je le suis, candidat. Voilà, c'est des gens divers, vous savez, on a beaucoup de petits dons, on a des gens qui donnent le maximum du plafond, c'est-à-dire 7 500 €, et on a des gens, beaucoup, qui donnent 20 €, 50 €, 10 €, voilà. Question Internet, est-ce qu'il peut développer sur le parlementaire excessif? Ah non, oui, c'est très simple. C'est un point d'histoire en vérité. Ce que j'appelle le parlementaire excessif, c'est ce qu'on appelait en termes de droit constitutionnel le régime d'assemblée. C'est-à-dire que nous avons connu, sous la Troisième République en particulier, des assemblées toutes puissantes, des parlements tout puissants, qui bloquaient, qui renversaient les gouvernements tous les 3 mois, et qui faisaient la loi, et qui n'écoutaient plus en vérité le peuple, et qui empêchaient les gouvernements de gouverner. Voilà, c'est la Troisième République, c'est la Quatrième République. Vous êtes plutôt Marat ou Robespierre? Marat est un terroriste, pour le coup. C'est un type qui faisait des listes et qui les envoyait à la guillotine. Robespierre est si vous voulez, c'est l'ancêtre les Jacobins sont les ancêtres des totalitaires et ils ont mis en place un système complètement fou de terrorisme totalitaire pour imposer leur pouvoir à tous les autres. Mais, il y a un mais, Robespierre a été un patriote. C'est-à-dire que quand il y avait toutes les armées d'Europe qui envahissaient la France, le comité de salut public a permis de gagner la guerre et d'arrêter les troupes étrangères. Donc vous voyez, il faut distinguer. Mais évidemment, son régime est un régime tyrannique, dictatorial, sanguinaire. Je vous renvoie au livre magnifique d'Anatole France, Les dieux ont soif, qui décrit très bien l'ambiance à cette époque. Question Internet. Quelle est la place de l'environnement dans son discours? Pour lui, allons-nous vers un effondrement écologique, de biodiversité? Et j'en profite pour envoyer une autre question. Concernant l'approvisionnement, la sécurité alimentaire de la France. Un vrai sujet. Je vous laisse commencer par ce que vous voulez. Non, mais si vous voulez, je ne crois pas à l'effondrement
de la planète, à l'effondrement climatique. En tout cas, je ne pense pas que la France soit responsable de ça. Et je ne pense pas que le fait que la France... croire à un effondrement et que le fait que la France soit responsable. De toute façon, croire en plus à l'effondrement, je n'ai pas la compétence pour savoir si ça va arriver ou pas. Je n'ai pas la compétence scientifique. Et je pense, en l'occurrence, moi, vous savez, j'ai l'habitude de dire ça aux écologistes. Eux, ils ont beaucoup d'ambition. Ils veulent sauver la planète. Moi, je veux sauver la France. Et en l'occurrence, je pense que le sujet majeur pour la France, c'est l'immigration et l'identité de la France. Et je pense que pour le climat, la France n'a en vérité qu'un rôle marginal dans cette histoire. Donc il ne faut pas battre sa coulpe, il faut que les Américains et les Chinois commencent. Par ailleurs, pour la sécurité alimentaire, en revanche... 6 minutes, il y a votre conseillère qui nous tape à la porte, là. On continue encore combien de temps? Eh bien, 5 minutes, on finit. D'accord. Alors, si on finit, 3 livres pour notre communauté, vous avez 3 livres à conseiller? Ah, que je peux vous conseiller, moi? Oui. Alors là, très vite, Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand. Illusion perdue de Balzac. Alors, si je peux, un grand livre, mais historique, qui est L'origine de la France contemporaine de Taine. Si vous voulez un roman, je dirais La Semaine Sainte d'Aragon. Un conseil pour les jeunes générations, une bouteille à la mer. Un conseil pour les jeunes générations, défendez votre identité, défendez votre culture. Le peuple français a été un très grand peuple, il est un très grand peuple avec une très grande histoire. Notre rôle, notre responsabilité, votre rôle, votre responsabilité, puisque vous me demandez de parler aux jeunes, c'est de perpétuer cette histoire glorieuse et magnifique, cette culture admirable. La prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, il n'y a pas de limite de temps chez nous. J'avais bien compris. Ben, là, vous avez mis des limites. Là, c'est moi qui mets la limite. Ouais. Vous savez, il faut savoir terminer. Vous savez, vous connaissez le mot de Thorez. Il faut savoir terminer une grève. Donc, il faut savoir terminer une émission. D'accord. Allez. Allez, bonne soirée. Merci. Merci à vous.